Nickel, ça devrait marcher cette fois-ci. Ok. Alors, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver après un petit mois sans webinaire. Donc, le thème de ce soir, vous le savez, ça va être un petit retour d'expérience sur le trek que j'ai pu effectuer pendant le mois de juin. Et à l'issue, vous pourrez poser des questions et puis j'essaierai d'y répondre. Donc déjà, la première chose, alors pour mettre les choses dans le contexte, même si normalement vous le savez tous, je suis parti sur un trek de 800 km en autonomie j'avais prévu de le faire sur tout le mois de juin et du coup je suis rentré le 24. Voilà, j'ai bouclé mon circuit le 24 et donc je suis donc de retour. La première question, déjà, qu'on pourrait me poser, c'est pourquoi j'ai décidé de faire ce trek. La réponse est très simple. Ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai quitté l'institution, que je suis plus dans l'opérationnel, que je suis plus dans mes fonctions, que je suis plus sur le terrain. Et donc, on va dire que j'ai retrouvé un peu un confort de par les activités, mes nouvelles activités, hein, qui sont le mentoring en soi. Puis j'interviens aussi dans des entreprises. Mais donc beaucoup moins de sport, voilà, beaucoup plus de taf, beaucoup plus devant l'ordi, chose que j'avais pas forcément l'habitude. Et donc beaucoup moins le temps de m'entraîner. Et au bout d'1 an et demi, voilà, depuis là pour vous donner des conseils, pour vous expliquer pourquoi sortir de sa zone de confort, etc. Donc il me semblait légitime à mon tour de sortir de ma zone de confort. Et donc je me suis dit comment je vais pouvoir faire. Et je me suis trouvé, je me suis trouvé cette réponse en me disant voilà, écoute, tu vas partir marcher, tu vas prendre ton sac, tu vas pas forcément te préparer, tu vas essayer de te mettre dans la difficulté. Alors, pourquoi se mettre dans la difficulté? Parce que ce type un trek, en fait, le parcours que j'ai fait, on peut très bien le faire avec facilité. J'ai rencontré beaucoup de gens qui le faisaient avec facilité. Alors, Anthony, je pense que tout le monde m'entend. C'est peut-être toi qui as un problème de son. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de gens qui le faisaient avec facilité et tout simplement parce que certains faisaient des petites étapes, certains dormaient dans des gîtes, mangeaient dans des gîtes, etc. Donc, à partir de ce moment-là, on peut très bien faire un périple assez long, mais sans trop de contraintes et avec beaucoup de facilité. Surtout si on se prépare bien avant. Moi, l'idée, c'était de partir sans préparation. Alors, quand je dis sans préparation, ça englobe préparation forcément sans aller marcher. Hein, je suis pas allé marcher, faire des sessions de 20 kills, 30 kills en marchant avec un sac pour me préparer physiquement, etc. Je suis parti du jour au lendemain. Et l'idée, c'était de me préparer sur ce circuit. Et c'était aussi de rencontrer des difficultés. Le but, c'était aussi de rencontrer de la difficulté. Je savais que j'allais rencontrer de la difficulté. J'en ai rencontré, je vous expliquerai. Euh, et donc voilà. Donc moi, je suis parti en autonomie, c'est-à-dire avec mon sac à dos. Autonomie, ça veut dire que je logeais pas dans des gîtes, je dormais dehors. J'avais ma tente, j'avais le matériel qui me semblait nécessaire. Donc je vous expliquerai, je vous dirai un petit peu le matériel que j'ai pris pour me retrouver un petit peu dans la difficulté. L'idée, c'était d'avoir un sac assez lourd. Euh, donc mon sac faisait environ 17 kilos, donc on peut se dire que c'est pas forcément très lourd, hein, vous porterez beaucoup plus lourd, mais 17 kilos pendant un mois en marchant en moyenne entre 30 et 40 km par jour, euh, ben il n'y a pas de récup, donc ça fait son poids. Ce sac, j'ai réussi à rapidement, il m'a pas trop dérangé. Le poids m'a pas forcément gêné. Le poids m'a gêné sur la durée au niveau des articulations, des chevilles, des genoux, dans les descentes quand j'avais du dénivelé, et au niveau des pieds, bien sûr, puisque
ben forcément, le poids de l'homme plus le poids du sac, euh, au bout d'un moment, on sent des répercussions, forcément. Sur du long terme, au début ça va, puis sur du long terme, on commence à sentir des répercussions. Mais ça, j'y viendrai. Et donc voilà, j'ai bouclé la chose en 23 jours. Donc ça m'a fait, voilà, j'ai dit une moyenne à peu près entre 30 et 40 km par jour. Il y a eu des étapes, les premières étapes qui étaient relativement courtes. Je faisais du 20, 25 km. Je crois que le plus court, c'était 25 km. Et le plus long, ça devait être pratiquement, j'ai dû faire une étape à 50. Et donc, en équilibrant tout ça, ça m'a amené à 23 jours exactement, puisque j'ai pris une journée de récup suite à une blessure. Et donc, j'évoquerai tout ça. Ce que je vais commencer par faire, c'est vous parler un petit peu de la préparation, du matériel. Le matériel que j'ai emporté. Donc, comme je vous ai dit, la préparation de l'homme, ma préparation, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de préparation physique de ce côté-là et il n'y avait pas de préparation des pieds. Préparation des pieds, c'est quoi? J'en parle rapidement. Normalement, quand on part sur quelque chose comme ça, c'est intéressant de préparer ses pieds. Préparer ses pieds, ça veut dire quoi? Ça veut dire les rendre plus aptes pour éviter des ampoules et des ampoules, des brûlures. Et donc pour ça, l'idéal normalement, c'est de mettre une crème, masser ses pieds matin et soir tous les jours pendant un mois. Généralement, on met de la crème NOC qui fonctionne très bien, qui marche très bien. Certains mettent du jus de citron sur les pieds, mais il faut plus d'un mois. Ça marche aussi. Moi, je vous conseille de mettre de la crème NOC un mois avant votre intégration parce que vous allez marcher et parce que ça va préparer vos pieds. Et franchement, on voit la différence. On le sent bien. Mais vous verrez que parfois, ça suffit pas. Alors moi, j'en ai pas mis. J'en ai mis 2 jours avant. Donc, c'est comme si j'avais rien fait. Et ça m'a pas dérangé au départ, mais ça m'a dérangé par la suite. Après, tous les jours, j'en mettais 2 fois par jour, voire des fois 3 fois par jour lorsque je faisais une pause. Je vous expliquerai un petit peu le pourquoi du comment. Concernant la préparation du sac, du matériel que j'ai emporté. Alors, le but, c'était quand même de partir. L'idée, c'est de partir léger normalement. Moi, j'ai décidé de partir. Alors léger, c'est quoi? C'est 9 kilos. Généralement, les gars, ils arrivent à atteindre du 9 kilos. Ça n'a pas été mon cas parce que c'était pas le but non plus. Le but, c'était quand même d'avoir une charge. Donc, comme j'ai dit, j'étais à 17 kilos et j'avais donc ma tente. Donc, j'ai pas la marque, mais ce que j'ai pris comme tente, donc j'ai mis le prix quand même. Ça m'a permis d'avoir quelque chose. Alors, c'était une tente un peu tente tunnel, mais deux places qui me permettaient de mettre mon sac dedans et de pas laisser le sac à l'extérieur. Euh, la tente était nickel, légère, rapide à monter. Jamais eu de problème depuis. Pourtant, j'ai pris quasiment presque tous les jours des orages sur la gueule parce que tout le mois de juin, en fin de journée, vous avez dû le voir pour beaucoup. Je sais pas, enfin, en fonction d'où vous êtes, mais il y avait des orages tous les soirs et sur mon parcours, il y a eu des orages tous les soirs pendant un mois pratiquement, sauf la dernière semaine. Donc, j'ai pas eu de problème de ce côté-là. Et donc, la tente, ça a bien matché. Donc, la tente, ensuite, un tapis de sol. Le tapis de sol me permettait à la base d'isoler, surtout. C'était surtout pour l'isolation entre le sol et la tente, donc que je mettais sous moi. Et sur le tapis de sol, pour le confort, un minimum, j'avais un matelas gonflable spécifique, mais c'était pas un matelas qui faisait la taille d'une personne et il prenait seulement à partir des fesses. Donc c'était beaucoup plus léger. Alors c'est matelas gonflable spécifique, hein, rapide à gonfler. En 4 coups, c'est gonflé, ça se plie rapidement, ça prend pas de place, mais c'est pas trop lourd. Mais vous verrez que quand on additionne le tout, forcément, au bout d'un moment, ça fait son poids. En plus de ça, j'avais au niveau de la tenue, alors en ce qui concerne tout ce qui est sous-vêtements, donc j'avais 3 caleçons, j'avais 3 t-shirts en laine mérinos qui permet ça sèche pas hyper rapidement, mais ça permet quand même d'avoir un confort. C'est quand même quelque chose de bien.
Et j'ai pas pris quelque chose. Il y a des t-shirts en synthétique là qui sèchent très vite, mais qui puent à mort en fait. Hein, donc et c'est pas forcément hyper agréable. Donc j'avais trois t-shirts en laine mérinos et les caleçons, les caleçons, pardon, les chaussettes. Les chaussettes, j'avais quatre paires de chaussettes. Quatre paires de chaussettes, deux paires en des chaussettes doubles, donc qui sont conçues pour éviter les frottements. Vous avez deux paires de chaussettes en une. Euh, et deux paires de chaussettes spécifiques, mais qui n'étaient pas doublées. Pour retour d'expérience par rapport aux chaussettes, j'ai essayé d'utiliser un maximum celles qui étaient doubles. J'ai testé un peu les deux et celles qui fonctionnaient le mieux pour éviter tous les frottements, etc., c'était quand même des chaussettes spécifiques doublées qui sont quand même pas mal. Euh, Ensuite, au niveau de la tenue, j'avais deux pantalons spécifiques. Moi, j'ai décidé de marcher en pantalon et pas en short, pantalon léger, spécifique trek. C'est très bien parce que il y a des poches, parce que pour éviter, il y a des passages difficiles. Parfois on se plante, parfois on traverse un peu des bois, des chemins qui sont pas du tout, enfin qui sont difficilement praticables. Donc ça évite de se blesser, voilà. Et puis ça permet aussi d'éviter des tics. J'ai rencontré pas mal de gens la plupart des gens que je rencontrais marchaient en short et plein avaient chopé des tics, voilà. Donc c'était très bien. Au niveau du haut, j'avais en plus je n'ai pas beaucoup porté en journée, mais c'est important d'avoir trois couches. Alors quand je parle de trois couches, c'est important d'avoir un t-shirt spécifique en matière spécifique. Ensuite, c'est important d'avoir j'avais une espèce de doudoune très fine pour le soir qui me servait aussi d'oreiller que je mettais j'avais un bandeau pour les cheveux en fait je mettais ma doudoune dans le bandeau, ce qui me faisait un oreiller. J'avais aussi une veste en Gore-Tex de pluie très fine, hein, très légère, euh, plus intéressante que d'avoir une espèce de poncho. Le poncho, c'est rarement vraiment imperméable. Quand il pleut beaucoup, au bout d'un moment, ça passe. Donc là, c'était quelque chose d'assez spécifique. Ça fonctionnait pas mal. Je l'ai très peu utilisé en marchant, mais parfois j'ai pas eu le choix. Et donc voilà. Ensuite, au niveau des chaussures. Au niveau des chaussures, différents types de chaussures. En fait, vous pouvez prendre des chaussures de rando. Si vous prenez des chaussures de rando qui sont assez raides, il faut les faire. Et quand on dit qu'il faut les faire, ça veut dire qu'il faut marcher quand même au moins 60 bornes avec. C'est un peu plus lourd. Ça a ses avantages, bien sûr, ses inconvénients. Moi, j'étais pas partisan de ça. J'étais plus partisan de chaussures de trek, de trail, mais en semi-montante. Pourquoi semi-montante? Parce que mon poids plus le poids du sac, le nombre de kilomètres qu'il avait effectué, il me paraissait important parce qu'il était certain qu'au bout d'un moment, mes chevilles qui allaient être fragilisées quand même, ce qui est arrivé, ce qui est normal. Et donc, c'était important d'avoir un minimum de soutien au niveau des chevilles. Donc, j'ai pris des semi-montantes. C'est beaucoup plus léger. Il y a des bons crampons. Ce qu'il faut juste se dire, elles sont Gore-Tex. Alors, c'était des Salomon. Elles sont Gore-Tex et c'était des bonnes pompes. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'après 1000 bornes, il m'en reste un peu. C'est des chaussures qu'il faut jeter. Elles sont mortes. Hein. Ça s'use assez rapidement, mais c'est pas grave pour ce genre de défi, d'activité. Il faut le savoir, il faut pas se dire ces chaussures-là, je vais les garder 3 ou 4 ans. Alors que des chaussures de rando, vous allez pouvoir les garder beaucoup plus longtemps. Ce qui est important pour les chaussures, alors moi, ça a été un peu du pile au face pour le coup, puisque j'ai eu de la chance, ça a matché avec les pompes. Pourquoi? Parce que si vous devez prendre des chaussures, il faut tester. Il faut tester parce qu'on a tous des pieds différents. Certains ont les pieds un peu plus larges devant, les orteils de différents profils de doigts de pied. Voilà. Et les chaussures, il faut les essayer, c'est important. Parce que faut pas se dire je vais prendre celles-là parce qu'elles sont chères, parce qu'elles sont hyper bien cotées et ça marche. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient des pompes qu'ils avaient achetées à Decathlon 50 balles.
40 balles et des mecs, des marcheurs et qui me disaient, moi, j'ai fait déjà X kilomètres, X rando et en fait, j'avais déjà des chaussures qui coûtaient 300 balles et ça me flinguait les pieds et avec celle-là, j'ai jamais eu de problème. Donc là, il faut pas avoir une notion de marque forcément, mais testez-les, c'est important. Et pour les chaussures, parlons-en, il est important, voire indispensable, de prendre toujours une taille au-dessus. Ça, c'est une évidence. Parce que il y a deux choses qui sont importantes. C'est d'avoir une taille au-dessus. Quand vous allez marcher, vos orteils ne doivent pas toucher le bout de la chaussure. Ça, c'est évident. Ensuite, il y a le laçage qui est important. Il y a une façon de lasser ses chaussures qui permet de garder le pied bien stable dans la chaussure. Euh, Ensuite, il y a un autre point, c'est que quand vous achetez des chaussures, il y a des semelles, forcément, qui sont intégrées dans les chaussures, qui sont des semelles de confort, je crois, si je dis pas de bêtises. Ces semelles-là, il faut les enlever et il faut acheter des semelles spécifiques pour marcher. Ça coûte de 20 à 40 euros. Mais à partir du moment où vous achetez des semelles, quand vous allez les remplacer, parfois elles sont un peu plus épaisses. Donc attention, achetez d'abord les semelles, essayez les chaussures avec les semelles. La seule difficulté, c'est que normalement, il faut les recouper, les semelles, pour les mettre dans les chaussures, pour qu'elles soient similaires aux autres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai fait ça, j'ai acheté des semelles, mais par contre, j'ai pas pu les utiliser. Pourquoi? Parce que j'avais déjà ma paire de chaussures avec une taille au-dessus, et quand j'ai mis les semelles, je perdais cette taille, parce qu'elles étaient trop épaisses. Donc, j'ai pas pu les utiliser. J'ai fait avec les semelles d'origine, ça a matché. Ceci dit, eh bien, au bout d'un moment, c'est pas forcément fait pour ça et c'est plus contraignant au niveau des frottements. Donc, avec le retour, prenez une, voire deux tailles au-dessus, avec une paire de semelles, et normalement, ça doit bien matcher. Essayez les chaussures, c'est important. Concernant le Gore-Tex, il y a plusieurs avis. Il faut le savoir. Certains vous diront, les Gore-Tex, c'est top. Alors, à la base, on se dit, tout ce qui est Gore-Tex, c'est top. Pourquoi? Parce que ça prend pas l'eau. Pour mon cas, c'était très bien. C'était très bien parce que ben, le matin, quand je remballais tout mon bivouac, parfois j'étais dans des champs souvent, et puis donc l'herbe est mouillée avec la rosée du matin, donc eh ben, avec les pieds sont dans l'herbe mouillée. J'ai jamais eu de problème de ce côté-là quand c'est uniquement ça, de problème de pieds mouillés. Donc le Gore-Tex faisait bien le taf. Ceci dit, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il pleut fort, longtemps, vos pompes elles sont mouillées. Par contre, vos pompes en Gore-Tex, une fois qu'elles sont mouillées, elles restent mouillées. Et s'il pleut plusieurs jours d'affilée, elles vont pas sécher. Donc vous allez avoir les pieds mouillés. Alors que si vous avez une paire qui n'est pas Gore-Tex, elles sécheront beaucoup plus vite. Et donc voilà, c'est un choix. C'est difficile de dire vaut mieux des Gore-Tex ou pas, tout simplement parce que le critère qui rentre en compte de ce côté-là, c'est la météo. Et la météo, on la maîtrise un temps, mais pas tout le temps. Moi, la météo, je l'ai maîtrisée 15 jours, les 15 premiers jours, et les 15 jours suivants, je savais pas. Et je savais que les 15 premiers jours, il allait pleuvoir H24, c'était annoncé du matin au soir, mais j'ai eu beaucoup de chance, il pleuvait que en fin d'après-midi. Pour le matos concernant, on a parlé donc des chaussures. On a parlé des chaussettes, des sous-vêtements, de la tenue en général. J'avais en plus dans mon sac donc la tente, le matelas, du coup le petit matelas et le tapis de sol. Alors avec le retour encore une fois, si je devais le refaire en m'allégeant au maximum, je prendrais pas les deux. Je prendrais peut-être que le matelas ou que le tapis de sol. Ça ferait bien l'affaire. C'était un peu trop de confort. Même si forcément on n'est pas dans un lit, mais je veux dire, ça fait son poids quand même et on essaie d'éliminer un maximum de choses. Ensuite, j'avais une trousse à pharmacie important que j'avais enfin quelque chose qui était vraiment indispensable. Dans cette trousse, j'avais des compresses, j'avais de l'antiseptique, j'avais les petits médicaments qui vont bien pour le smecta, s'il y a un mal de bide, pour le mal de tête. Euh, l'antiseptique, je l'ai dit, des pansements classiques, des compresses, du sparadrap, et puis des compides, bien sûr, différentes tailles, différents types de compides, et puis crème noc pour les pieds. Voilà un petit peu les ciseaux qui vont bien et la pince à épiler. Voilà un petit peu ce que j'avais au niveau. Donc c'est pour de la bobologie, trousse qui m'a bien servi, je vous raconterai aussi.
Ensuite, trousse de toilette, ben, brosse à dents dentifrice, savon de Marseille, hein, qui sert à tout, hein, pour laver vos fringues, vous pouvez même vous brosser les dents avec, vous pouvez laver vos cheveux, vous pouvez laver, voilà, tout laver avec. J'avais une serviette en microfibre, une petite que j'avais découpée pour nettoyer mes pieds, que j'avais à dispo, et le reste qui me servait pour le corps. Au niveau, j'avais mon téléphone, puisque le soir, je continuais à travailler sur vos programmes et à répondre quand j'étais disponible. J'ai fait des prépas entretiens pendant le trek. Bon, c'était assez marrant, hein. Des fois, j'étais en pleine marche sur des bons dénivelés, donc j'avais du mal c'était pas facile, mais je le faisais quand même. C'était sympa, c'était marrant, et vous m'avez tenu compagnie pour certains pendant ce trek. Au niveau du téléphone, eh ben, le téléphone, il faut le charger, il faut que j'ai de la batterie. Donc j'avais un panneau solaire pliable qui était accroché sur mon sac, et une batterie externe qui était branchée au panneau solaire. Ça m'a permis, alors ça fonctionne bien, mais c'est pas non plus ouf, puisque quand il y a du soleil du matin au soir, ça charge quasiment. Vous chargez votre téléphone au complet. Donc ça matche bien. Par contre, quand il fait un temps un peu pourri, vous le chargez pas totalement, donc ça peut être contraignant. J'ai eu des fois des moments où je me suis retrouvé limite au niveau batterie. J'ai réussi à me démerder des fois, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. En tout cas, ça dépanne quand même pas mal. Euh, Au niveau matos, la gourde. Donc moi, j'ai pas de camelback, j'avais une gourde intéressante qui coûte assez cher puisque je l'ai payé 65 €, mais c'est une gourde Oco. Et Oco, c'est une gourde filtrante qui a été brevetée par la NASA, hein, donc c'est un truc américain, mais qui est vendu maintenant par Oco Europe, que vous pouvez acheter. Il y a plusieurs modèles, j'avais un modèle d'1 litre, et cette gourde, en fait, elle vous permet de récupérer n'importe quoi comme flotte. Dans les rivières, une flaque d'eau, n'importe où, ça filtre les bactéries, ça filtre tout, et donc c'est hyper utile. Après, elle m'a pas servi. Alors quand je dis servi, c'est côté filtration, énormément, puisque surtout sur la fin où il faisait chaud, et il y avait des étapes que je faisais où il n'y avait pas beaucoup d'eau, c'était compliqué. Donc j'ai tapé dans des rivières, dans des cours d'eau. Cependant, je trouvais toujours des points d'eau. Quand je trouvais un cimetière, il y a toujours de l'eau dans un cimetière. Quand je traversais des villages, etc. Et de ce côté-là, ce qui est important, quand vous arrivez, alors ça c'est pareil, hein, quand vous arrivez sur un point d'eau, buvez au maximum déjà. Et une fois que vous avez bu, remplissez votre gourde. Hein, l'idée, c'est pas je remplis ma gourde, je repars et je bois. Parce que vous avez fait 100 mètres, vous avez tapé la moitié de votre gourde parce que forcément vous avez eu soif. Donc buvez, hydratez-vous au maximum, vous n'avez plus soif, remplissez votre gourde et vous partez. Donc ça c'est important, et du coup ça matche bien. Ça, 1 litre, c'était suffisant. Je la remplissais plusieurs fois par jour, bien sûr, mais c'était suffisant. J'ai pas rencontré trop de difficultés. Mais je me dis que c'est quand même utile d'avoir une gourde filtrante. Cette gourde, le filtre, vous le changez tous les 360 litres, je crois, quelque chose comme ça. Donc une fois par an à peu près. Et elle est plutôt pas mal. Au niveau matos, je vais essayer de rien oublier, hein. Il est fort probable que j'oublie des choses, mais je vais essayer de penser à tout. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Mon sac de couchage. Alors, sac de couchage, j'ai pris un 5 degrés confort. J'ai mis un peu le prix. Ça me permettait d'avoir un sac pas trop gros, assez léger, pas trop encombrant. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez important, parce qu'un sac de couchage, ça peut vite être hyper encombrant et très lourd. Ça dépend ça dépend de ce que vous allez faire, de la température. Donc moi, ben forcément, j'ai pas pris un 0 ou un moins quelque chose, hein. 5 degrés, ça a complètement fait l'affaire. J'ai pas eu de température très basse, j'ai jamais eu froid, que ce soit la journée ou la nuit. Quand il pleuvait ou autre, j'ai jamais eu froid parce que j'étais tout le temps en train de marcher. Et quand je marchais pas, eh ben, il faisait pas non plus j'ai jamais eu de température. Voilà, j'ai pas eu froid. J'ai eu chaud par moment. J'ai été mouillé souvent. Ça a été le plus gros problème, hein, à gérer. Mais ça a matché. Au niveau matériel topo, moi j'avais mon téléphone. En fait, sur mon téléphone, j'avais téléchargé, j'avais les cartes, et donc j'utilisais mon téléphone avec la carte.
J'avais pas de carte, j'avais pas de boussole parce que je savais quand même, c'était quand même un itinéraire qui était balisé. Euh, mais j'avais voilà, il y a des applications spécifiques, il y a pas mal de trucs intéressants. Vous avez Trail comme application, il y a plein d'applis. Et en fait, ce qui est important, c'est d'avoir le tracé de votre parcours, si vous pouvez, ou par étape, d'enregistrer, de télécharger, ce qui vous permet, quand vous n'avez pas de réseau, d'avoir votre point GPS et de voir votre tracé. Vous savez si vous êtes sur le chemin, si vous êtes écarté de votre chemin ou pas. Donc niveau topo, c'était pas un point difficile pour moi, c'était pas un point compliqué pour ce trek. Je me suis pas forcément perdu. Ça arrivait 2, 3 fois, je m'écarte un peu, je m'en rends compte trop tard, je revenais sur mes traces, mais j'ai pas eu vraiment rencontré vraiment de problème de ce côté-là. J'ai parlé du sac de couchage. J'avais bien sûr une Petzl, une lampe Petzl, qui m'a pas beaucoup servi puisque je montais mon bivouac, il faisait encore jour et je repartais le matin, parfois de nuit, là je l'utilisais, parfois le soleil se levait parce que je partais très tôt et j'ai marché 2 ou 3 fois, j'ai fait des étapes un peu de nuit où je partais la nuit pour marcher de nuit quand je savais qu'il allait faire chaud la journée. Donc la lampe m'a pas trop servi, mais bien sûr elle est indispensable. Euh, Ensuite, niveau matos, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'essaye de penser à tout. Euh, les bâtons, les bâtons de marche. J'avais des bâtons de marche et bon, je connaissais. Hein, j'avais déjà, bien sûr, c'est pas une première. Bâton de marche hyper important. En fait, hyper important quand vous faites des treks comme ça, super longs, parce que vous économisez énormément avec des bâtons. Ça veut dire que même si vous êtes en train de marcher et que bien sûr vous êtes en mili, si vous tapez des bâtons, même un bâton hein, classique, hein, vous en prenez 2, ça va vous aider, c'est quand même intéressant. On dit que les bâtons, c'est 30% d'efforts gagnés. Moi, je valide quand même parce que sur les montées, notamment, eh ben, on utilise le haut du corps, la ceinture scapulaire, on va se servir des bâtons. On sent qu'on a besoin d'être gainé quand même, hein. Et du coup, ben, à chaque fois que je vais poser un pied, que je vais poser le bâton, je vais appuyer dessus, en fait, je me déleste beaucoup. Donc, ça sert à me délester du poids, ça sert à garder un équilibre. Bref, c'est intéressant. Les bâtons, j'ai vraiment trouvé intéressant. Ils m'ont pas été encombrants. Après, moi, c'est des bâtons spécifiques que j'avais pas 2 bouts de bois, hein. Mais ils étaient très bien. Et ça a bien matché, ça m'a vraiment bien servi. On rencontre des gens qui marchent sans bâton. Et souvent, quand on discute avec eux, c'est qu'ils connaissent pas. Ou voilà. Généralement, les mecs qui pratiquent, ils ont des bâtons. Et c'est plutôt intéressant. Euh, Ensuite, casquette, bandeau, voilà, pour protéger du soleil quand même, parce que toute la journée, du matin au soir, on est dehors, hein. Il y a eu des journées quand même sur la fin où il faisait un gros soleil, où il faisait assez chaud. Donc voilà, il faut quand même se protéger pour éviter de taper un coup de chaleur ou une insolation. Il faut faire attention. Euh, et donc voilà un petit peu pour le matériel. J'espère que j'ai rien oublié. Ça se trouve j'ai oublié plein de trucs. Je réfléchis encore. J'avais une bâche aussi, une bâche pour ouais, j'ai oublié 2, 3 trucs. J'avais une bâche que je mettais sous ma tente pour éviter d'abîmer ma tente. Une bâche que j'avais faite moi-même sur mesure, que j'avais coupée aux dimensions de ma tente, que je mettais à même le sol avant de poser ma tente. Et j'avais une paire de alors j'ai pas pris des claquettes. J'avais des chaussures, les chaussures qui sont un petit peu, ouais, je vais y venir pour la nourriture. J'avais des chaussures qui sont un petit peu imperméables, en fait, qui vont dans l'eau, quoi, hein, très légères, qu'on trouve à Decathlon, hyper légères. Et en fait, je mettais ça. Ça me permettait d'avoir les pieds pas complètement à l'air, mais au moins de pouvoir laisser respirer quand même mes pieds, même s'ils devaient être mouillés, c'était pas grave. Mais voilà, de relâcher un petit peu par rapport aux chaussures. Concernant la nourriture. Alors la nourriture, moi, j'ai pas pris. Vous imaginez bien que partir pendant un mois avec une autonomie de nourriture d'1 mois, c'est pas possible. Il faudrait un chariot et pousser un chariot, même en lyophilisé, etc. Donc j'avais un pack 48 heures en lyophilisé pour au cas où que j'ai pas
J'ai utilisé, parce qu'à un moment j'étais en galère, mais ça servait de ça, c'était un pack de secours. Bien sûr, j'avais le réchaud, j'avais la gamelle, j'avais un couteau, j'avais une cuillère spécifique là, donc ce que j'avais en plus en matos. Après, pour la nourriture, eh ben, j'ai traversé quand même beaucoup de villages, j'ai traversé certaines villes. Eh ben, j'ai essayé de. C'était une organisation. Quand je passais quelque part, je trouvais une supérette, j'achetais des trucs de manière à être autonome pour le soir. Le matin, généralement, je déjeunais pas, je partais tôt, je marchais 3-4 heures, 2-3 heures, ouais, 2-3-4 heures, et je trouvais toujours un spot où je pouvais prendre un café, où je pouvais manger un truc. Le midi, je mangeais pas beaucoup, et le soir, je trouvais toujours un endroit pour manger en fin d'après-midi avant de partir pour monter mon bivouac. Donc ça a été beaucoup de d'anticipation et d'adaptation parce que il faut essayer de tout gérer, c'est-à-dire trouver des spots pour trouver à manger et trouver des spots pour dormir. Bien sûr, il y a eu des galères, forcément. Hein, c'est pas toujours. C'est évident qu'on trouve pas forcément l'endroit. Des fois, il y a des endroits pendant 60 kilomètres, il y a presque rien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on trouve quand même beaucoup dans la nature. Beaucoup de fruits. J'ai trouvé beaucoup de fruits en marchant, des abricots, des prunes, enfin plein de fruits où j'ai tapé dedans. Hein, donc ça, c'était plutôt cool. Pas mal de fruits. Euh, et puis après, j'arrivais toujours à trouver ce qu'il fallait. J'ai eu quelques moments de galère, mais j'en parlerai tout à l'heure au niveau de la bouffe, forcément. Mais bon, je suis remonté ça, c'était pas l'enfer. Hein. On peut ne pas manger pendant plusieurs jours, ça matche bien. Mais c'est vrai que quand on ne mange pas, qu'on fournit beaucoup d'efforts, qu'on dort pas forcément au top et qu'on est mouillé, etc. Ça peut devenir difficile à un moment. On le sent forcément, hein, parce que les kilomètres s'accumulent et c'est pas forcément toujours facile. Pour la confection du sac. Pour la confection du sac, moi j'avais un sac Forclaz et plutôt, j'en suis très satisfait. C'était, je crois, je vais pas dire de bêtises, je sais plus, c'est un 40 ou 60 litres. Je crois que c'est un 60 litres. Je suis même pas sûr que ce soit un 60. Je crois, je confirme. Je regarderai, je vous confirmerai. Donc assez grand, mais pas non plus le plus grand des sacs. Euh, le sac, il faut le blinder. Votre sac, il doit jamais être, il faut pas non plus galérer à tout mettre dedans, galérer à pas pouvoir le fermer, à mettre 2 heures pour le fermer. Ça veut dire qu'il est trop petit. Et il faut pas non plus que le sac soit trop grand et que on met les choses tranquilles dedans. Il faut vraiment trouver ce bon compromis. Dans le sac que j'avais, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait comme une clé de portage d'une certaine façon, ce qui fait que j'avais 3 points au niveau des épaules et au niveau des lombaires que j'ai pu et donc ça c'est important bien sûr hein, de bien taper, bien serrer, bien régler son sac. Je rappelle qu'on règle son sac une fois qu'il est chargé et pas à vide. Donc une fois mon sac chargé, je le mets sur le dos, je le règle. Et quand je marche, bien sûr, les réglages se font, se refont. Des fois, les réglages se défont un petit peu. Donc, on essaye de toujours remettre ça correctement, mais au bout d'un moment, on s'habitue. Moi, ça me concerne moi. Je serre bien au niveau des hanches et en fait, j'ai beaucoup de poids du sac qui est posé sur les hanches de ma façon de me tenir. Donc, je tiens pas forcément sur les épaules, mais beaucoup sur les hanches. Quand on tient sur les hanches, c'est qu'on a des cannes solides. Quand on a des cannes solides, vous pouvez avoir le sac qui repose un peu sur le bas. Quand on n'a pas trop de cannes, il repose plutôt sur le haut. C'est le haut qui bosse. L'idéal étant de répartir tout ça. Moi, j'étais plus partisan de répartir le poids de manière à ce que le réglage soit effectué au niveau de la ceinture lombaire et donc repose un petit peu sur les lombaires. Ce qui m'a pas forcément dérangé, c'est les cannes qui prenaient et elles tenaient le coup sans problème. Donc ça, c'était bien. Ensuite, quand j'ai fait mon sac, eh ben, comme je vous ai déjà dit, le sac, il faut pas le faire n'importe comment, bien sûr. Hein. Il faut, et puis des fois, on affine les choses avec le temps. Le sac, au fur et à mesure de votre journée type, en fonction de ce que vous faites dans la journée, les journées sont pareilles. Hein, vous faites la même chose. Hein. Le soir, vous montez votre bivouac. Le matin, vous démontez votre bivouac. La journée, vous vous arrêtez. Quand vous arrêtez, c'est pour manger, pour boire. C'est pour soigner, prendre soin de vos pieds par moment, aérer vos chaussures, changer de chaussettes, changer de t-shirt peut-être, etc. Donc dès qu'on s'arrête, qu'on fait une pause, on doit avoir des choses à dispo. Et qui dit dispo, ça veut dire qu'il faut pas ouvrir son sac et aller chercher dans le sac. Ça doit être sur des poches latérales.
Donc tout ce qui est, moi j'avais des ziplocs où j'avais plusieurs petits ziplocs et où j'avais fait des modules, non un module où j'avais une paire de chaussettes, un t-shirt par exemple. Je savais que si je devais changer des chaussettes à un moment parce qu'il avait plu, parce que voilà, j'enlevais mes pompes, j'enlevais mes chaussettes, et je prenais ce pack, j'avais mon t-shirt et mes chaussettes, je changeais. Et j'avais à dispo rapidement et tout de suite, sans foutre le bordel dans mon sac. Au même titre que sur les poches latérales, j'avais mon pack de secours. Alors quand je dis de secours, c'était tout ce qui est les pansements, les compiles, etc. Ça, je l'avais toujours à proximité aussi, quelque chose que j'utilisais presque tous les jours. Euh, Ensuite, sur les poches latérales, j'avais toujours un truc à grignoter si besoin, donc à prendre rapidement, des fruits secs ou des choses comme ça. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre sur les poches latérales? Voilà. Ensuite, j'avais des poches au niveau des sangles lombaires où j'avais mes papiers, des petites poches donc j'avais accès aussi très rapidement, hein, sans enlever mon sac. J'avais mes papiers d'identité, ma carte bleue, enfin voilà, les papiers qui vont bien, euh, choses que je pouvais récupérer dans la foulée et que j'avais à portée de main. Je savais où c'était. Dans le sac, moi, j'avais un gros sac étanche. En fait, j'ai pas compartimenté avec 50 trucs. J'avais un gros sac étanche, tout dans le sac étanche et le sac étanche dans mon sac. Quand j'ouvrais ce sac, c'était quand j'avais fini de marcher. Qu'est-ce que j'avais dedans? Tout ce que je vous ai dit, mais compartimenté de la bonne façon. En fond, j'avais euh, le réchaud et la gamelle, quoi. Hein. Ce qui va avec le réchaud, ça c'était en fond de sac, parce que je l'utilisais uniquement le soir quand je me faisais chauffer un truc ou quoi. Là, le midi, je faisais rien chauffer du tout. Et quand je me faisais à manger, c'est que j'avais déjà monté mon bivouac, tout était prêt. Donc ça, c'était en fond de sac. Au-dessus, j'avais les vêtements que je mettais pour le lendemain. Au-dessus, j'avais la tente, le sac de couchage, la tente et le petit matelas gonflable. Ce qui fait que, et au-dessus tout ça, j'avais ma veste qui était surtout sur mon sac en fait, hein, qui était pas dans le sac étanche, sur mon sac dessus, calé avec les élastiques. C'était ma veste de pluie. Comme il pleuvait beaucoup, j'avais pas à ouvrir mon sac, j'avais qu'à le choper comme ça et je pouvais mettre ma veste. Dans mon sac, quand je l'ouvrais, je commençais par sortir ma toile de tente. Je pouvais monter ma toile de tente. Ensuite, je sortais le sac de couchage que je jetais dedans. Je sortais le matelas que je jetais dedans. J'avais ma tenue où je pouvais enlever la mienne. Je me lavais, je remettais l'autre avec lequel je passais la nuit pour repartir le lendemain matin. Et puis, j'avais les gamelles, tout ça pour faire à manger, etc. Donc, en fait, vous voyez, tout ça dans un ordre, ça, c'est hyper important. De quoi j'ai besoin dans l'immédiat et de quoi j'ai besoin au dernier moment. Et ça, c'est hyper important. Sinon, c'est le bordel. Et donc, comme ça, vous êtes tranquille. Les chaussures de rechange, elles étaient sur une poche qu'il y avait en dessous, au fond du sac, avec la bâche. C'était des trucs que je mettais dès que j'arrivais le soir, j'enlevais mes pompes, je mettais ces chaussures-là, et la bâche, je la sortais avant de mettre ma tente. Donc voilà la composition du sac. Après, ben voilà, il y a peut-être des trucs que j'oublie, mais voilà, les médicaments aussi, ils étaient à dispo. Il y a des choses qu'il faut toujours se dire quand je prépare mon sac. Il y a les choses dont j'ai besoin rapidement et tout de suite, et les choses dont j'ai pas besoin forcément tout de suite. J'avais deux tendeurs qui étaient autour du sac, sur lequel j'accrochais. Je venais accrocher. Déjà, j'avais mon matelas extérieur là, alors pas le matelas extérieur, le tapis de sol qui était sur le côté du sac, hein, qui était un tapis de sol pliable. Hein. Et puis j'accrochais sur les tendeurs les vêtements que je devais faire sécher quand je marchais. Et qu'il pleuvait pas, les vêtements que j'avais lavés la veille au soir, que j'avais mouillés, lavé avec du savon de Marseille, etc. Je les accrochais sur les tendeurs et quand je marchais, ça séchait. Et quand c'était sec, je les remettais, je les rangeais. Ça a été quelque chose de galère par moment, parce que par moment, il a plu parfois pendant 2-3 jours. Et donc quand il pleut pendant 2-3 jours, la difficulté, c'est que vous êtes mouillé. Et vous êtes mouillé, vous ne séchez pas. Vous êtes mouillé quand vous arrivez, vous êtes mouillé parce que vous vous changez avec des vêtements qui sont encore humides. Vous dormez avec des vêtements qui sont humides, même si ça sèche un petit peu quand vous êtes dans votre sac de couchage. La nuit, ça a tendance à quand même à sécher un peu, mais vous êtes quand même humide.
Les chaussettes sont humides, tout est humide, tout est humide, tout est mouillé, et forcément, quand vous êtes mouillé tout le temps, les pompes ne sèchent pas, etc. C'est compliqué. C'est pas compliqué pour le confort personnel, on s'en fout, on est mouillé, on est mouillé. C'est pas agréable, mais on est mouillé. Mais par contre, c'est compliqué pour les pieds. C'est compliqué pour les pieds parce que ben, vous savez très bien qu'un pied qui est mouillé, un pied qui transpire, hein, un pied que vous mettez dans l'eau quand vous prenez un bain, vous avez vu, vous restez longtemps les pieds dans l'eau, la peau, comment elle fait. Et donc là, elle est hyper sensible au frottement. Donc là, on a beau faire ce qu'on veut, on est plus sensible au frottement. Et quand vous marchez 40 bornes la journée, que vous êtes mouillé, que vous repartez le lendemain pour 35 ou 40, que vous êtes encore mouillé, que vous avez les pieds encore mouillés. Heureusement que j'avais 4 paires de chaussettes, parce que ça m'a permis des fois quand je sentais que les pieds, on le sent, hein, ça brûle un peu, ils sont un peu, voilà. Et ben j'enlevais mes pieds, je séchais mes pieds à l'air, je les laissais à l'air, je restais le temps qu'il fallait quand il pleuvait pas la journée, et je remettais des chaussettes sèches, même si je savais que voilà, elles allaient quand même rapidement être un peu mouillées parce que la chaussure était humide, mais en même temps, ça m'a quand même bien aidé. Ceci dit, on rencontre des problèmes de frottement d'ampoules, etc. Et ça, je vais vous en parler. J'en ai rencontré. J'ai dû m'arrêter pendant une journée à cause de ça. Euh, je me suis posé des questions. Est-ce que ça allait empirer? Est-ce que ça allait me stopper le trek ou pas? Je m'étais mentalement préparé pour rien lâcher, sauf si vraiment je me cassais quelque chose ou j'avais une infection qui faisait que c'était grave et fallait j'avais besoin d'antibiotiques ou autre. J'avais même prévu à un moment parce que j'ai eu un début d'infection à un pied, mais vraiment un petit début, et donc je m'étais dit ben, j'étais à 40 ou 50 bornes d'une grande ville. Je m'étais dit, je trouverai un médecin ou quelque chose pour me faire proscrire des antibiotiques, et ça ira. Mais finalement, bon, ben, je me suis arrêté 24 heures. J'ai fait attention à mon pied, j'ai laissé à l'air au maximum, j'ai nettoyé, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je suis reparti, ça faisait toujours mal, mais ça s'était pas infecté. Donc ça m'a permis de pouvoir continuer dans la douleur. J'ai eu sur 23 jours, on va dire, 9 jours où j'ai eu mal quand même, où dès que je posais le pied, ça faisait très mal. À peine je posais le pied parce que au niveau des ampoules, des frottements, j'ai eu alors uniquement le pied droit et sous la plante du pied avant, et toute la plante du pied. En fait, ça a fait une cloque, hein, c'est pas une ampoule parce qu'on peut dire une ampoule, mais ça s'est élargi, ça fait comme une grosse cloque sur tout le pied, et donc était percé. Et donc, ben voilà, forcément, ça fait, ça fait, voilà, ça fait mal. Vous savez comment c'est, mais c'est supportable. Ça fait très mal, mais c'est supportable. Et en même temps, ben voilà, quand tu marches, que tu sais pourquoi tu marches, que tu es là pour sortir de ton confort, et que c'est qu'une douleur, ben la douleur, on arrive à, à l'accepter. C'est dur le matin quand on part, c'est dur par moment, des fois on zappe un peu la douleur, on s'habitue à la douleur. On n'y pense plus des fois, et des fois elle disparaît un petit peu parce que, alors est-ce qu'elle disparaît vraiment ou est-ce que en fait voilà, alors on sent la douleur en fonction du terrain. Quand vous marchez dans les chemins, quand vous marchez sur la route, quand ça monte, j'avais moins mal dans les montées parce que j'avais moins d'appui sur le sol, sur la plante du pied. Quand ça descend, ça fait mal. Enfin voilà. Et ça, elle vous lâche pas la douleur, hein. Et de plus, ce que je savais, c'est qu'elle allait pas cicatriser. Hein, quand vous marchez toute la journée, que vous avez une cloque sous le pied, sous la plante du pied, c'est improbable que le truc cicatrise, puisque en fait vous lui permettez pas de cicatriser. Donc ce qui était important le soir, c'était rapidement de mettre les pieds à l'air, de désinfecter, et puis d'essayer de sécher tout ça. Alors j'ai testé pas mal de choses. Des choses qui n'ont pas fonctionné du tout. Je pensais que ça fonctionnait, mais ça fonctionnait pas. Et des choses qui ont très bien fonctionné et qui m'ont beaucoup aidé. Les compides. Les compides, c'est très bien. En prévention, comme je vous avais dit, c'est-à-dire que quand vous marchez, si vous avez une sensation à un moment de petite brûlure, une sensation, des fois, c'est comme un caillou dans la chaussure. Vous avez l'impression que vous avez un caillou dans la chaussure quand vous marchez. C'est vraiment cette impression que ça fait, hein. Quand c'est ça, vous n'avez pas de cailloux dans la chaussure. Vous allez enlever votre pompe, vous allez voir qu'il n'y a pas de cailloux. Mais c'est un début de frottement profond. Et donc, quand c'est comme ça, il faut s'arrêter, il faut mettre les pieds à l'air, et il faut mettre un compide. Vous mettez un compide, une double peau, ça c'est hyper important. Il faut surtout pas attendre. Vous attendez 1 kilomètre, c'est trop tard. Moi, c'est ce que j'ai fait à un moment, une étape de 45 kilomètres.
Il me restait 4-5 kilomètres. J'ai senti que ça me chauffait un peu. J'ai dit, allez, c'est bon. Euh, allez, j'arrive dans pas longtemps. Je me suis quand même arrêté parce que je le savais. J'ai mis mes pieds à l'air, etc. Mais c'était déjà trop tard. Ce qui veut dire qu'il y avait rien sur mon pied. Mais le lendemain, c'est le lendemain, en fin de journée, que la cloque, l'ampoule, elle était là. Et elle était profonde en fait. C'était pas une ampoule comme on peut avoir sur les orteils où ça fait une grosse bosse. C'était une ampoule qui était sous la peau parce que ma peau était déjà faite en fait. Elle était déjà, c'était un peu du cuir, elle était tannée et c'était dessous en fait. Donc impossible de percer ou quoi que ce soit. Mais ça faisait comme si vous avez un gros bleu à l'intérieur sous la peau. Donc bah là on pouvait pas faire grand chose et donc voilà. Euh, donc faites attention, la prévention, les compites, ça fonctionne très bien. Cependant, une fois que si vous avez une ampoule, que ce soit au niveau du talon, j'ai vu des mecs avec des talons complètement, il n'y avait plus rien quoi, le talon était complètement à vif, et là c'est compliqué. Quand c'est sous la plante du pied ou sous le talon, que c'est gros, que c'est large, que ça devient à vif parce que ben, l'ampoule elle se pète et puis au bout d'un moment la peau se barre, etc. Même si vous mettez ce que vous voulez, au bout d'un moment, quand on s'arrête pas, ben voilà ce qui se passe. Et de toute façon, des fois, on n'a pas le choix. Et moi, j'avais pas le choix. J'allais pas m'arrêter une semaine, me dire c'est pas grave. Non, je devais continuer et faire en sorte que ça se passe au mieux. Quand ça arrive, j'ai essayé de mettre un compide. Ça a empiré les choses. Ça a empiré les choses tout simplement parce qu'en fait, le liquide ne pouvait pas s'évacuer. L'ampoule était percée. Le compide bloquait le liquide. J'avais très mal. Et quand j'ai enlevé à peine sur le côté, le compite, ça giclait. En fait, c'était vraiment sous pression et ça faisait très mal. Euh, Ce que j'ai fait, c'est que on m'a filé un pansement. Alors, c'est une compresse spécifique pour les brûlures. C'est une grosse compresse qui est assez grosse, qui est à peu près de cette taille-là, hein, que vous pouvez découper, qui est toute collante et avec une matière un peu, qui est assez épaisse, avec une matière un peu spéciale. J'ai pas le nom, mais je pourrais me renseigner. Mais ça me paraît pour le coup indispensable parce que, alors c'est cher. Apparemment, les 10 c'est 60 €, donc c'est pas donné. Mais clairement, j'ai mis ça, j'ai coupé ça, j'ai nettoyé mon pied, j'ai mis ça sous ma plante de pied et franchement, ça a réglé mon problème en 2 jours. C'est-à-dire que déjà, j'avais plus la douleur parce qu'il y a comme une crème cicatrisante et du coup, j'avais plus la douleur, donc ça a bien réglé mon problème et donc je vous conseille de vous renseigner. Je vous donnerai la marque, le nom et d'en avoir parce que si vous avez des gros problèmes de pied au talon, derrière les talons ou sous les pieds, je vous conseille clairement de tester ça. Ça va vous sauver la vie si vous devez continuer à marcher. Pour tout ce qui est petite ampoule, etc., c'est pareil, vous mettez des compites, ça marche très bien. L'ampoule, elle est là, elle fait pas mal, elle disparaît. Voilà. Euh, voilà au niveau des pieds. Donc j'ai eu ce problème-là qui m'a fait me stopper pendant 24 heures parce qu'à un moment, je pouvais presque plus poser le pied par terre. Donc je me suis dit, je vais faire une pause de 24 heures et laisser le pied à l'air. Et puis c'est ce que j'ai fait. Je suis reparti, ça faisait toujours mal, mais c'était moins pire. Et après, avec le temps, ça s'est atténué et c'est revenu sur la fin. Toujours le même pied, toujours au même endroit, un peu plus sur le côté, comme si ça prenait toute l'ampleur du pied au fur et à mesure. Mais voilà, j'ai pu gérer ça. Et donc voilà. Donc la douleur, elle est présente, elle est là, elle vient, elle repart, on l'accepte, on fait avec. Et de toute façon, quand vous avez mal, que vous prenez sur vous, vous avancez encore. Il y en a qui vont s'arrêter. Hein, on a chacun un niveau de douleur. Si on se dit j'arrête à 8 sur 10 parce que à 9 c'est plus possible, je peux plus marcher ou il y a une infection, ça peut être grave, on s'arrête à 9. Mais certains vont s'arrêter à 4 parce que pour eux 4 ça fait mal, j'arrive plus trop à poser le pied, je boite, je marche comme j'arrête. Bah non, on peut continuer, on peut continuer. Moi des fois je marchais, j'avais l'air con, mais c'est pas grave, je m'en fous. Même si je marche doucement, même si voilà des fois voilà c'est comme ça. Mais de toute façon vous n'avez pas le choix. Vous partez d'un point, vous allez à un point B. Ben voilà, il y a personne qui va vous récupérer. Quand vous êtes au milieu de nulle part, c'est un peu compliqué. Donc il faut prendre sur soi. Et la douleur, ça s'accepte, mais il faut quand même l'éviter. D'accord? Ça c'est important. Et donc pour l'éviter, il faut prendre soin de ses pieds. Et les pieds, encore une fois, c'est hyper important. Là, j'ai Romain qui prépare l'ascension du Mont Blanc, qui est actuellement sur l'ascension du Mont Blanc. On s'est préparé ensemble. J'ai eu un retour de lui aujourd'hui
Et il m'a fait un retour en me disant, franchement, je suis avec des gars qui ont les talons complètement défoncés. Ils savent même pas ce que c'est des compiles. Ils ont pas strappé les pieds. Ils savent. En fait, il y a des gens qui partent sur des aventures, qui n'ont aucune notion de la gestion des pieds. Et en fait, c'est rapidement un enfer. Donc ça, c'est hyper important. Il faut vraiment, moi je l'ai pas fait au début, mais préparez vos pieds un mois avant, crème noc matin et soir. Et ensuite, c'est une habitude. Pendant votre formation, vous mettez de la noc le matin, le soir. Parce que quand vous allez marcher, pensez aux chaussettes, pensez aux chaussures, pensez aux semelles. Les chaussures, vous allez les percevoir. Ce ne sera pas les chaussures de votre choix. Percevez une taille au-dessus. Achetez des semelles spécifiques. Virez les semelles de la chaussure pour les remplacer par les autres. Ayez de quoi strapper vos pieds. C'est important de strapper ses pieds au niveau de la plante de pied, au niveau du talon, pour éviter les frottements. Acheter des chaussettes spécifiques. C'est beaucoup de petites choses, mais qui sont indispensables et hyper importantes. Vous avez beau avoir la caisse, vous avez beau avoir tout ce que vous voulez, quand vous êtes handicapé à cause des pieds, eh bien vous êtes handicapé à cause des pieds. Et vous vous faites dépasser par des petits vieux ou par des mecs parce que eux, ils marchent tranquilles, ils marchent doucement, ils font gaffe à leurs pieds et ils avancent tout le temps. Et le but, c'est ça. C'est pas d'avancer vite, mais c'est d'avancer tout le temps. Et ça, c'était l'objectif. Mon but, c'était pas de marcher vite, c'était pas de battre des records de kilomètres, mais c'était de faire ces 800 kilomètres, d'aller au bout et essayer de le faire quand même le plus rapidement possible sans prendre mon temps non plus, mais en équilibrant entre j'avance et j'évite la douleur qui va m'amener à l'échec. J'ai discuté avec pas mal de mecs qui me disaient, ouais, nous on marche longtemps, on marche pas vite, on part tôt, voilà, on marche longtemps mais on marche pas vite, on s'arrête souvent et on voit beaucoup de sportifs qui font des grosses étapes, mais les mecs en fait au bout de 3-4 étapes, ils sont plus là parce qu'ils se blessent. Et ça, c'est les mecs qui veulent battre des records, qui pensent que tiens, on va faire 60 kilomètres par jour, sauf qu'au bout de 3 jours, ben voilà, il n'y a plus de pieds et c'est compliqué. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce que je voulais évoquer Je regarde, j'ai pris des petites notes. Le poids du sac, j'en ai parlé. Alors, quelles sont les conséquences? Alors, j'en ai parlé aussi. Les conséquences du poids du sac quand vous marchez longtemps. On peut marcher pas longtemps avec un sac très lourd. Ça posera pas de problème. Euh, une infiltre 13, un sac de 60 kg, l'infiltre, elle fait pas 20 km, jamais. C'est court. Le terrain est difficile. Et c'est difficile, même si c'est très court, parce que le sac est très lourd. Plus vous descendez le poids du sac, plus vous pouvez augmenter la distance. Mais il y a toujours un minimum, une contrepartie. Si vous marchez avec un sac de 8 kg, vous pouvez marcher 40 km. Alors, c'est pareil. Je peux marcher combien de kilomètres? Ok, je peux marcher 40 km avec un sac de 9 kg, 10 kg, 15 kg, pas de problème. Sauf que ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que demain, je vais me lever, est-ce que je peux remarcher 40 km? Est-ce que je peux faire un marathon pendant 30 jours, tous les jours, avec un sac de 15 kg? Oui, non, ça dépend. Il faut y aller crescendo. Et puis ça dépend de beaucoup de critères. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir au départ, généralement, quand on n'est pas forcément préparé, quand on n'a pas marché des kilomètres et des kilomètres avant de partir, comme moi, au début, vous avez des douleurs musculaires, ce qui est normal. C'est comme quand vous prenez un entraînement que vous n'avez pas l'habitude de faire, au début, on a des courbatures. Donc ces douleurs musculaires, elles vont partir. Votre corps s'habitue. Le corps est bien fait, le corps s'habitue. Je porte un sac, ça fait longtemps que j'ai pas porté un sac, et si même je portais un sac il y a assez régulièrement, j'ai rarement porté un sac tous les jours pendant un mois du matin au soir. Donc forcément, les muscles, il y a des muscles, hein, les muscles on en a beaucoup, il y a des muscles qui travaillent et donc que vous ressentez. Ces muscles-là, ils s'adaptent, c'est désagréable, on a des courbatures au début, ça passe. Les articulations, c'est important, elles vont ramasser. Et ça, ce qui va être important, c'est les chaussures. Si vous n'avez pas des bonnes chaussures, si vous avez des chaussures trop lourdes, avec des semelles trop dures, que vous marchez sur la route, etc. Conséquence, articulation. Les genoux, les chevilles, etc. Vous allez le sentir, vous allez avoir des problèmes. Donc la chaussure est importante, ça vous le savez. La chaussure est importante parce qu'on va pas faire un marathon, on va faire 23 marathons, presque, avec un sac. Donc, les articulations, ça doit être solide, et pour que ce soit solide, il faut des bonnes chaussures. Donc ça, c'est important. Il faut aussi avoir un sac bien réglé. Si vous avez un sac qui est pas mal réglé, vous vous tenez mal. Si vous avez mal quelque part, si j'ai mal à un pied, comme ça a été le cas pour moi, attention.
quand j'ai mal quelque part, si j'insiste, je peux plus trop poser le pied droit, donc je force un peu plus sur le gauche, je décale un petit peu mon positionnement au niveau du corps, et c'est là où des blessures arrivent, hein, un déséquilibre. Donc il faut faire attention aussi à toutes ces choses-là. Euh, voilà pour les conséquences par rapport au sac et à son poids sur le muscle, sur les articulations et sur les pieds, bien sûr, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. La gestion des étapes, comment j'ai géré mes étapes, ben moi je savais que j'avais 800 km à faire, je savais que j'avais un mois pour le faire, fallait pas que je mette plus d'un mois, parce que je pouvais pas mettre plus d'un mois, hein. J'ai aussi des, des une vie à côté et j'avais qu'un mois. Je m'étais donné un mois. Donc j'ai essayé de le faire intelligemment et pas me dire je pars et j'essaie de faire 40 bornes, 50 bornes et on verra bien si je les tiens ou pas. Je suis allé dans l'autre sens, j'ai commencé tranquille. Ça a permis à mon corps qui n'était pas forcément préparé de s'adapter et on va dire en 13 jours, ça match. Si j'avais pas eu ce problème au pied, ce qui est arrivé à ce moment-là à peu près, ça matchait. C'est-à-dire que le sac, je le sentais plus, les kilomètres, je pouvais les avaler, donc c'était beaucoup plus confortable. Sauf que j'ai eu ce problème de pied qui m'a un peu emmerdé, mais après c'est reparti. Et sur la fin, voilà, on est bien. Et on peut avaler quand même les kilomètres, toujours en faisant un peu attention, mais je pense que à la fin, ouais, je pouvais faire des étapes à 45, c'était gérable avec le sac, voilà. C'est après quand on part sur des étapes de 45 tous les jours, il y a un critère qu'il faut prendre en compte, que j'ai pris en compte, c'est la météo. Euh, on est en mois de juin, il faisait chaud, franchement, à midi, 11h déjà, 10h30, 11h, quand vous êtes sur des zones non boisées, en plein soleil, en train de grimper, il fait très chaud, on ne sait pas si on va trouver facilement de l'eau, etc. Donc on boit beaucoup et c'est compliqué. Donc il faut au mieux partir tôt le matin. Donc je partais vers 5h30 du matin, ça me permettait de faire une grosse distance en fraîcheur. Et puis voilà. Après, on peut continuer, on peut se poser l'après-midi, on peut marcher le soir. Voilà. Après, il y a aussi la gestion du bivouac. Le bivouac, où est-ce que je me mets et pourquoi? Donc, il y a plusieurs possibilités. Moi, j'essayais de trouver des points d'eau, des fois des cimetières où je sais qu'il y a un point d'eau. Des cimetières sont pas toujours, parfois dans la nature, dans les villages un peu excentrés, pas dans le village. Donc à proximité du cimetière, vous êtes un peu peinard, vous n'êtes pas dans un village, vous êtes un peu loin. Vous avez un point d'eau, vous pouvez vous laver, vous pouvez boire. Donc ça c'est confortable. Euh, Après, il faut un terrain plat. Attention, si vous évitez, ça m'est arrivé peut-être une fois ou deux, d'avoir un terrain, un faux plat, et du coup, attention de ne pas mettre les jambes, d'avoir les jambes qui sont vers le bas, parce que vous prenez de l'acide lactique quand même, hein, parce que pendant les bornes, vos cannes, elles ramassent hein, au niveau musculaire, et donc on le sent. Et si on a les jambes qui sont vers le bas et qui sont pas, on essaye toujours d'avoir un peu les jambes en l'air pour récupérer. Et quand j'avais les jambes qui étaient même pas à plat, même légèrement en bas, eh ben j'avais mal aux pieds, j'avais mal aux jambes parce que le sang circulait pas bien et je le sentais. Donc bien à plat et mettre les jambes légèrement surélevées. Ce qui est important aussi, c'est de s'étirer. Les étirements, moi j'ai testé. Alors moi je suis quelqu'un qui m'étire. Hein, quand je fais du sport, je m'étire. C'est une habitude que j'ai toujours eue et qui pour moi est indispensable. Si je le fais pas, je sens la différence. Là en l'occurrence, il y a des fois je m'étais pas étiré. Quand je me suis étiré, je sentais la différence. Donc je m'étirais tous les soirs. Je m'étirais le matin avant de partir et des fois quand je faisais une pause, je m'étirais un petit peu. Et ça me permettait tout de suite je le sentais, hein, tout de suite de repartir plus léger en fait. Euh, ça, ça aidait à la circulation du sang, ça aidait à éviter les courbatures. Donc ça m'a aidé dans pas mal de choses et c'était assez important. Donc les étirements sont importants. S'hydrater, on en a parlé. 1 litre, c'est bien. Moins, en fait, ça dépend de l'environnement dans lequel vous allez. Regardez toujours votre étape du lendemain. Demain, je vais faire tant de kilomètres. Vous regardez votre carte. Je vais essayer de passer par là, par là, par là. Est-ce que je vais rencontrer un village, 2 villages, 3 villages? Est-ce qu'il y a des cimetières? Cimetière égale point d'eau. Est-ce qu'il y a des rivières? Parce que moi j'ai une gourde filtrante. Il y a tous ces éléments-là à prendre en compte et se dire, OK, je vais pouvoir
m'hydrater sans trop de difficulté, ou je vais me retrouver pendant 20 bornes sur un truc en plein milieu de champs de maïs, au milieu de nulle part, où il n'y a rien, où il n'y a pas de flotte, il n'y a rien du tout. Là, ça va être compliqué en plein soleil. Il va falloir anticiper. Ça, il faut le gérer. Il faut pas partir comme ça en se disant on verra bien, parce que le on verra bien, ça peut devenir compliqué. Donc s'hydrater, c'est important, et il faut faire attention. Encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, dès que vous trouvez un point d'eau, buvez, buvez, buvez. Une fois que vous avez bien plus soif, vous avez bien bu, remplissez votre gourde et repartez. Et ne faites pas le contraire. Pour l'alimentation et anticiper pour la nourriture, ça j'en ai parlé. Vous trouvez des choses dans la nature, j'en ai parlé. La météo, la gestion du matériel en fonction de la météo. La météo, j'en ai parlé, c'est important, la météo. Essayez de regarder toujours le lendemain quel temps il va faire. Est-ce qu'il va faire chaud? Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va y avoir des orages? Moi, je me suis claqué des orages pratiquement tous les soirs. Donc, c'est pareil, MEF. Il y a eu des fois, c'était un peu compliqué parce que vous êtes en tente, vous êtes dans les bois. Ça Gros orage, donc ça drache très fort. Donc moi, pas de problème avec la tente, hein. Il n'y a pas eu de problème au niveau. Enfin, l'eau ne passait pas, donc c'était pas un problème. Mais c'est compliqué si vous montez votre tente pendant qu'il pleut, parce que vous êtes mouillé, ou avant qu'il pleuve. Et si vous démontez votre tente le matin, et s'il continue à pleuvoir. Donc là, c'est pareil. Donc moi, j'ai eu pas mal de chance de ce côté-là. Généralement, je me prenais des draches, soit pendant que je marchais, et j'arrivais à me protéger ou à m'abriter à un certain moment. Et les gros orages, généralement, j'étais dans la tente. Et quand je me levais, je faisais en sorte de partir avant que l'orage retombe, en fait, que la pluie retombe. Donc soit très tôt, soit... Enfin voilà, après, j'avais mes limites, hein. Je partais pas jamais au-delà de 8 heures du matin. Mais voilà. Après, c'est pareil, hein, les orages, vous êtes dans la tente, ça tonne très fort, vous avez toujours l'éclair, euh, et, euh, et, euh, et le son, la lumière et le son, vous comptez. Hein. Après, voilà, hein, si vous voyez que il y avait 6-7 secondes, donc c'est que c'est pas à proximité, on n'est pas en danger, on va dire. Mais si vous avez 2 secondes entre le flash et le tonnerre, c'est compliqué. Si ça pète à côté, il faut faire gaffe. Donc il faut prendre des mesures aussi. Il faut pas être idiot, il faut faire attention quand même. Parce que là, le problème, c'est que c'est pas une fois de temps en temps. Généralement, un orage, c'est de temps en temps. Là, c'était presque tous les soirs. Mais j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. Euh, Pareil pour le bivouac. Je reviens sur le bivouac. Quand vous posez votre bivouac, quand vous mangez, tout ce qui est nourriture, ne laissez jamais rien dans votre tente. Des déchets, des restes de nourriture ou autre. Ne laissez jamais rien à côté de votre tente, à même le sol. Vous mettez tout dans un sac et vous accrochez ça à la branche d'un arbre à 10 mètres. Pourquoi? Parce que ça attire les animaux, en fait, la nuit. Ils le sentent, ils viennent. Hein. Moi, je faisais ça. Malgré tout, j'avais des sangliers qui venaient gratter à 10 mètres à côté. Je les entendais, ça grattait juste à côté. Donc ça, c'est assez régulièrement quand vous êtes au milieu de nulle part. Ça attire quand même les animaux. Et si j'avais eu de la bouffe dans la tente où j'avais posé des trucs à côté, c'est certain qu'ils seraient venus gratter au niveau de la tente, quoi. Donc c'est pas forcément agréable. De plus, ouais, vous attirez l'attention, etc. Ensuite, il me reste plus grand chose à dire, mais partir comme ça, on est seul pendant un mois, donc il y a un côté de solitude quand même. Hein. On n'a plus de contact avec personne pratiquement. Vous rencontrez des fois des gens. Quand vous passez dans des villages, souvent c'est des villages un peu morts. Et des fois, oui, vous passez dans des villes ou des choses et vous voyez un peu de monde. Mais on n'a pas d'échange, on perd ce côté sociable et du coup on se retrouve seul. Donc quand on est seul, on cogite beaucoup, donc ça fait du bien, hein, ça fait du bien, hein, ça fait du bien pour tout le monde. Le mental, des fois, il y a des baisses de morale aussi. Faut pas, c'est facile, on dit ouais c'est génial, je vais être trop bien, etc. Mais quand vous êtes sous la flotte pendant plusieurs jours, au milieu de nulle part, à bouffer, des fois à l'arrache, des fois ne pas manger parce que vous êtes en galère, et que faut faire des kilomètres et des kilomètres, des fois le moral il prend quand même un coup. C'est arrivé une fois ou deux où j'avais un peu de baisse de morale, mais c'est pas grave. Baisse de morale, on sait que ça va passer. Ça aussi c'est important. Hein, on a un objectif final. On pense pas à son objectif final. Si au bout de 10 jours on a une baisse de morale
parce qu'on est dans une situation difficile. On se dit pas, il me reste encore 500 kilomètres ou 400 kilomètres, parce que sinon c'est compliqué. Idem quand vous êtes en formation, vous avez une baisse de morale au bout de 2 mois, il vous reste 6 mois, vous vous dites pas, il me reste encore 6 mois. Il faut se trouver des objectifs. Donc là, l'objectif, c'était ma prochaine étape. Où je vais pouvoir, un endroit où je vais pouvoir me ressourcer, manger, peut-être un endroit où je vais pouvoir bivouaquer, où je serai mieux, je vais pouvoir me laver, etc. Il y a des fois où vous ne lavez pas, parce que c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'on n'a pas de point d'eau, parce que l'eau qu'on a, on va la garder pour la boire, et on va pas l'utiliser forcément pour se laver. Mais c'est arrivé quand même assez rarement. Cependant, il y a une journée où j'ai pratiquement pas mangé. J'ai été en galère. C'est forcément quand c'est le dimanche, quand c'est le lundi, que vous êtes au milieu de nulle part, il y a rien à X kilomètres à la ronde. Vous avez terminé votre pack de sécurité, on va dire, de lyophilisé de nourriture, hein, forcément, parce que plus on prend, plus c'est lourd et on peut pas partir avec un mois de lyophilisé, comme j'ai dit. Donc, des fois, c'est compliqué. Vous trouvez rien dans la nature, etc. Donc, on mange pas. On mange pas. Le soir, on dort au milieu de nulle part et on trouve pas forcément une zone qui va bien. Donc, on dort pas forcément beaucoup. On a faim. On repart. On sait qu'on a 40 kilomètres avant d'arriver sur son étape. Pendant ces 40 kilomètres-là, il flotte. Il y a rien, il y a pas de point pour bouffer un truc ou quoi. Donc, ce qui fait que pendant presque 48 heures, on mange presque rien. On est sous la pluie et le terrain est difficile. Donc là, c'était compliqué. C'était un peu compliqué et donc après voilà, quand je suis arrivé, je me suis bien ressourcé. Le moral remonte rapidement et on repart. Donc ça, c'est normal. Il y a des moments de galère, hein, tout simplement, des moments qui sont un peu difficiles, mais il faut savoir repartir. Comme je disais, j'ai pas eu froid, j'ai eu très chaud des fois, j'ai été souvent mouillé, j'ai pas été super fatigué parce que quand même je dormais, hein. Là, je suis pas dans un contexte où je dors pas, où on me réveille, où voilà, je dors parce que j'ai besoin de dormir, donc je dors. Donc j'ai pas ce problème de fatigue. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur tout ça. En tout cas, moi, j'en tire une super bonne expérience. Je m'étais fait lancer un défi, je pense, qui était encore plus difficile et qui n'avait duré que 48 heures, où j'avais marché 140 kilomètres en 2 jours. C'était il y a 2 ans, sans préparation non plus, mais ça avait été extrêmement difficile parce qu'au bout de 20 kilomètres, j'avais plein d'ampoules. Je suis vraiment parti à l'arrache, j'avais plein d'ampoules et j'ai énormément subi du 20e au 140e kilomètre. Ça a été très compliqué et là j'ai vu ce que c'était la douleur, j'ai vu ce que c'était de continuer dans la douleur sans pouvoir s'arrêter enfin en étant obligé de continuer, à en perdre presque en se disant je vais peut-être perdre un orteil, etc. J'avais plus d'ongles, j'avais plus rien. Mais donc c'était un beau défi, mais j'avais plus subi que là. Là, c'était très long. Vous êtes seul, c'est très long, mais c'est top parce qu'il y a aussi ce côté où on se gère, on arrive à se gérer, on marche beaucoup, le corps s'adapte, encore une fois, et surtout ces émotions quand on arrive à son terme, qu'on arrive sur entre parenthèses, sa ligne d'arrivée, les émotions qu'on peut avoir de terminer en fait, d'avoir réussi, d'avoir terminé, voilà, c'est la récompense. Donc ça c'est intéressant. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Et puis s'il y en a, j'y répondrai avec grand plaisir. Je regarde juste, je me mets juste sur ce que vous avez pu écrire. Alors, je vois, c'est ça le problème des Gore-Tex. Si tu traverses un ruisseau, tu vas être trempé à un moment. Ouais, après, on traverse pas les ruisseaux avec les Gore-Tex. C'est ce que vous faites quand vous avez un ruisseau à traverser. Ça peut arriver, hein. Il y a eu des fois où c'était compliqué, on pouvait pas passer, je pouvais pas passer. Donc, soit vous contournez, soit vous enlevez vos pompes parce que là, je suis pas, il y a pas de mission, hein. J'enlève mes pompes, tant pis. Mais je sacrifie mes pompes. Je les sacrifie pas, je veux dire, je les garde au sec. Pour la nourriture, on en a parlé. Salut Hugo Start. Ouais, Julien, peut-être que tu maîtrises là. Tu dois parler des compresses
Écoute, Mepilex en pansement en journée après avoir vidé l'ampoule en gardant la peau dessus, il ne faut pas l'enlever à la nuit, que ça sèche. Donc ça, ouais, complètement la nuit. Après, je sais pas si les compresses dont tu parles, parce j'avais récupéré après un pansement spécifique, mais beaucoup moins épais, spécifique brûlure, etc. Là, c'était vraiment épais et très confortable. Donc si t'as le nom, je suis preneur. Où as-tu fait ton trek? Alors mon trek, je suis parti du Puy-en-Velay, de chez mon frère. Et en fait, c'est une étape du GR65. En contournant certains endroits, je suis allé jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, dans les Pays Basques, en traversant la Lozère, la Haute-Loire, la Lozère, le Lot, l'Aveyron, et puis ainsi de suite. Euh, La prépa du sac, ouais, j'en ai parlé, Clément, mais je referai de toute façon des trucs pour en parler. Pour l'hygiène, as-tu utilisé des lingettes? Non, j'avais pas de lingettes, j'ai pas pris de lingettes. Je voulais en prendre, j'en ai pas pris. J'avais une serviette, une petite serviette spécifique avec du savon de Marseille. En fait, je me suis démerdé au savon de Marseille et je me suis pas encombré en fait avec en plus les lingettes, etc. Euh, Est-ce que tu as eu mal au dos à cause du poids du sac? Ce qui m'est arrivé pendant la marche de 20 km des 5 défis, j'avais dû m'arrêter à 15 km vu que j'avais mal en bas du dos. J'ai eu très rarement mal au dos. Et je vais vous dire à quel moment j'ai eu mal au dos. J'ai eu mal au dos quand j'ai enlevé mon sac, quand j'ai terminé. La première journée où j'ai marché sans mon sac sur le dos, j'ai eu mal au dos. Parce qu'en fait, le sac, je m'y étais habitué. Et le fait de l'enlever, en fait, ma position a changé. Et là, j'ai commencé à avoir un peu des douleurs au dos. Donc, ça a fait l'effet inverse. J'ai pas eu mal au dos parce que j'avais quand même bien réglé mon sac. Et je pense que les bâtons, ça aide aussi. Et en fait, le corps s'adapte. Donc, le réglage du sac est important par rapport à ça. Alors, c'est une partie. Alors ça, c'est la Via Podiense. Alors, en majeure partie, le GR65, c'est en effet une partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle euh, qui passe. J'ai pas suivi toutes ces étapes-là, mais en grosse partie, les personnes que je croisais étaient des personnes qui faisaient le chemin. Euh, et quand je vous disais des différents profils que vous pouvez rencontrer et qu'on peut faire le truc en mode facile, c'est que vous avez des gens qui le font avec ce qu'on appelle la malle postale, c'est-à-dire qu'ils font des étapes qui sont déterminées, parce qu'il y a des étapes déterminées, il y a des voitures qui vous récupèrent votre sac et qui vous le reprennent, qui vous le prennent la journée, vous marchez tranquille, qui vous le redonnent le soir, qui vous le reprennent le lendemain matin, etc. Vous avez des gîtes où vous pouvez dormir, voilà, il y a tout ça, donc ça peut être très facile, comme si vous décidez de marcher avec un sac plus lourd, de marcher plus de kilomètres, que des étapes de 15 bornes ou 20 bornes, de faire un plus grand kilométrage et d'être autonome, de dormir dehors, etc. C'est là où vous rendez les choses beaucoup plus compliquées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez des retours, des choses à dire? Parce que je sais que certains d'entre vous font des treks, font du trail. Est-ce que vous avez des trucs à apporter, des questions ou autres par rapport à ce que j'ai pu dire ou ce qu'on a pu évoquer déjà précédemment en février 22. Ok, Edouard, tu as fait une rando de 5 jours dans le Jura en février. Que tu faisais combien de kilomètres par jour sur les 5 jours? En gros, ça donnait quoi? Alors, j'ai William qui me demande si j'avais pris de quoi me divertir. Alors malheureusement, non, pas vraiment. J'aurais bien aimé. Mais qu'est-ce qui m'a empêché de me divertir? Ou qu'est-ce qui m'a diverti? C'est vous. Voilà. Et non, parce qu'en fait, le soir, quand je me posais, fallait que je bosse sur les programmes. Il fallait que, voilà, c'est le mentoring. En fait, moi, j'ai pas arrêté de bosser, hein. Donc, la journée, j'avais des écouteurs. Quand j'avais du réseau, on s'appelait. J'avais des entretiens à préparer, etc. Donc, j'ai pas pu trop me divertir. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé ne rien avoir du tout et me divertir. J'ai écouté quelques podcasts de temps en temps intéressant d'ailleurs. Donc voilà. Euh,
D'ailleurs, alors j'avais checké le ravitaillement sur TopoGuide, mais tout était fermé hors saison. Ouais, ok. Alors tu me demandes à moi, Clément, ce que j'en ai tiré de cette marche. Ben écoute, c'était génial. C'était génial parce que ça permet de se retrouver soi-même, ça permet de se refaire une santé, de perdre quelques kilos, de rentrer face à toi-même dans la difficulté. En fait, ça t'apporte beaucoup. Ça t'apporte énormément de choses, des rencontres sympas aussi. J'ai rencontré des gens super avec qui j'ai parfois marché un peu, qui faisaient des longues étapes, et d'autres que je revoyais plus après, d'autres que j'ai retrouvés. On rencontre des gens, on voit un petit peu, ben, on voit beaucoup de choses, hein, beaucoup de paysages différents. Hein. Quand vous traversez une partie de la France, vous voyez un peu toutes les régions, tous les paysages. Clairement, c'était génial. Moi, j'ai vraiment kiffé. C'est même presque, je vais pas dire nostalgique d'arriver. On est content, mais à la fin, on se dit c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une belle expérience que j'avais pas fait et je pense que je referai. Et j'essaierai de faire encore plus long ou autre chose. Mais voilà. Est-ce que tu as des exercices pour le bas du dos? Je compte refaire la marche des 5 défis. Je voudrais mieux me préparer avant. Ça, c'est mon point faible et j'essaie de le rattraper. Alors déjà, il faut se dire que ce qui est important, oui, il y a le bas du dos. Le bas du dos est important, mais aussi les cuisses, en fait. Moi, perso, c'est vraiment les cuisses c'est les cuisses qui portent, quoi. Quand votre sac, il est calé, il fait partie de votre dos, en fait. Et c'est vos jambes qui vont vraiment porter. Il faut avoir des bonnes cannes. Après, pour le bas du dos, bah, écoute, pour le bas du dos, il y a plein d'exercices qu'il faut travailler, mais il faut toujours penser bas du dos et abdos. Hein. Si vous travaillez lombaire, il faut travailler aussi les abdos en parallèle. Et après, voilà. Alors, moi, je suis plus partisan du gainage du dos, hein, travailler sur du Superman pull-up. Pour ceux qui sont, vous voyez bien, hein, vous avez souvent ces exercices-là qui est qui est assez intéressant pour gainer les muscles profonds du dos à son complet, les tractions, euh, et puis travailler un petit peu aussi les abdos pour compenser. Voilà, il y a 2 ou 3 jours, deux jours où j'ai peu mangé. Je pense qu'hors saison c'est pas mal. Tu as peut-être parlé, mais j'étais en retard. Oui, j'ai évoqué un petit peu ça. Comment tu gérais les batteries? Oui, j'en ai parlé. Alors pour les batteries, pardon, je disais que j'avais un panneau solaire que je branchais à une batterie externe et je pouvais recharger comme ça. Euh, pour le bas du dos, les enroulements sur banc à lombaire, ouais, la chaise romaine en salle, ça fonctionne bien. En effet, c'est très bien. Le soulevé de terre, si c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Faut pas trop charger au début, mais si c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Voilà. J'ai eu l'occasion d'accueillir des pèlerins de différentes nationalités chez moi. Les discussions sont très enrichissantes en termes d'expérience de vie. En effet, Clément, si tu accueilles des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, j'en ai rencontré beaucoup et en effet, très très belle expérience de tout pays. Beaucoup de Canadiens, des Américains, enfin voilà, et on rencontre des gens super et de tout niveau, des expériences différentes, c'est très riche. Quel sera le prochain trek? Ah ben ça, écoute, je sais pas du tout. On verra. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas d'idée encore. Et bon, là j'ai eu ma petite dose, donc c'est cool. J'ai l'habitude de croiser des sangliers moi aussi quand je fais des marches de nuit. Comment réagir face à une ordre ou un sanglier qui charge? Ah bah là, mon pauvre, s'il charge, monte à un arbre, j'ai envie de te dire. Écoute, je me suis jamais fait charger par un sanglier. Après, il n'y a pas trop de raisons qu'il te charge. En fait, s'il n'est pas avec les petits, tout ça, non, il ne devrait pas trop te charger. Bon, faut pas stresser. Mais après, je vais pas te dire, c'est pas un chien. Hein, c'est pas, tu dis pas, si t'as pas peur, non, lui, s'il te charge, il te charge. Donc, j'ai envie de te dire, tu lâches ton sac, tu grimpes à un arbre. Euh, Après, je serai peut-être pas des meilleurs des conseils, hein, mais en tout cas, voilà, cours pas en ligne droite. Voilà, écoutez les conseils de certains qui seront peut-être plus intelligents que les miens. Mais ouais, peut-être, ouais. Sinon, tu fais comme un taureau, tu sais, tu fais le torero, là, et puis t'attends qu'il arrive, et tac, tu te décales au dernier moment. Non, ça, c'est pareil, faut pas faire ça, je pense. Mais voilà. Euh, ok, ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont semblé peut-être intéressantes, qu'on n'avait jamais évoquées ensemble? Bon, normalement, on se retrouve sur plusieurs modules qu'on avait déjà évoqués, que ce soit pour un peu la confection du sac, la gestion du sac, les pieds, toutes ces petites choses-là, le matos technique, tout ça.
Normalement, on avait évoqué quand même pas mal de choses, mais au cas où, voilà. Ok, alors, j'en profite pour féliciter. Alors, c'est super détaillé les marques et les objets précis à utiliser. Ouais, je pourrais le faire. Pour ceux qui veulent, je le ferai. Hein. Vous me demanderez en privé, je noterai un petit peu. Alors attention, hein, retenez bien une chose aussi, je l'ai pas dit, je le dis. Au niveau du matos, vous pouvez très bien avoir un sac hyper léger, hyper compact, parce que vous avez du matos de haute qualité, qui coûte un bras. Un sac de couchage, vous mettez 700 balles, vous avez un sac qui est comme ça, quoi. Moi, il devait faire 700 grammes ou 800 grammes, peut-être même un peu plus. Ce qui est 900, je crois, ou je sais plus, mais ce qui était correct quand même. Mais vous pouvez avoir des trucs très légers, mais très chers. La tente, pareil, vous avez des tentes à 1000 balles, elles sont pas lourdes, elles sont nickel. Hein. Donc, plus vous mettez d'argent, plus c'est léger. Moi, perso, j'avais pas les moyens de mettre je ne sais combien. J'avais déjà du matos, j'ai pris ce que j'avais, j'ai acheté des trucs et j'ai eu, voilà, c'était correct. Et puis mon but, encore une fois, c'était pas de partir le plus léger possible. Je voulais me retrouver un peu dans la difficulté. 17 kilos pour le sac, ce qui est lourd hein, pour être en autonomie, hein, mais c'est un peu volontaire. Voilà. Alors, pour vous tous, je ne sais pas si certains d'entre vous sont là, mais en tout cas, je félicite ceux qui ont déjà eu leur retour pour le 13, avec qui on a bossé toute cette année, qui ont eu le retour suite aux entretiens du 13 hier ou avant-hier, je crois. Je crois que vous y étiez 8 et sur les 8, pour l'instant, j'en ai 7, 6 ou 7 qui sont pris, donc on réussit. Donc c'est quasiment 100% de réussite. Donc bravo, félicitations. Et donc voilà, je disais que je créerai un groupe WhatsApp pour vous et comme ça vous pourrez échanger et puis voilà. Après bon, on aura l'occasion d'en parler plus tard. Mais en tout cas, bravo à vous. Et puis pour les autres, voilà, ça continue. On lâche rien pour eux aussi d'ailleurs. Mais voilà, je tenais à les féliciter. Si certains d'entre vous sont là, encore bravo. Eh bien écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie pour ce petit webinaire qui était un peu spécifique, qui était un petit retour que je souhaitais vous faire quand même. Je suis de retour, même si j'étais toujours là quand même, hein, mais peut-être un peu plus. Et puis on repart sur de nouveaux webinaires, de nouvelles aventures assez régulièrement. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions en privé, quand vous voulez. Vous savez que je suis à votre dispo. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous cette petite expérience. Et puis voilà, un grand merci à vous tous de votre disponibilité, de votre détermination, encore une fois, de vos ambitions. Et puis voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une excellente soirée à vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Un grand merci. Allez, ciao ciao.